Maintenant, je lui laisse la parole. Je le remercie par avance et je vous remercie tous d'être venus. Merci beaucoup. C'est parti alors. Hein. Tout a été dit, donc c'est bon, on peut attaquer direct. Je vais peut-être commencer par commenter le titre Verger, plantes et insectes alliés. Pour déjà se poser la question si on veut avoir des insectes et des plantes alliés. Peut-être aussi se poser la question est-ce que nous, on est un bon allié pour les insectes et les plantes. Ça me paraît intéressant qu'il y ait un petit retour. Parce que c'est, à mon avis, compliqué d'avoir des coccinelles qui viennent dans nos jardins si on balance des insecticides à tout va. Ça me paraît compliqué d'avoir des plantes qui soient de bonne compagnie si on balance des herbicides à tout va. Du coup, peut-être se poser la question de quels sont les insectes et les plantes alliés, mais se poser aussi la question est-ce que notre verger est un allié de ces insectes et de ces plantes. Je dirais même qu'on peut aller plus loin parce qu'en fait, le verger, il ne balance pas d'insecticides. La question, c'est plutôt est-ce que nous sommes des alliés des insectes et des plantes que l'on veut comme alliés. C'est clair ce que je dis ou moi je ne comprends pas ce que je raconte? Je vais même aller un petit peu plus loin sur certains points, parce qu'on parle de plantes et d'insectes, mais c'est juste... Il n'y a pas que les plantes et les insectes qui peuvent être de très bons alliés. Il peut y avoir des mammifères qui soient des alliés, des oiseaux qui soient des alliés, des arachnides, les araignées qui soient des alliés, des champignons qui soient des alliés. Donc on sort un petit peu, on va sortir des plantes et des... Enfin, dans le tas, il y aura les plantes et les insectes, mais on va aller plus loin. Je pense que je vais parler de biodiversité dans sa globalité. Et de la même manière, est-ce qu'un verger, c'est une monoculture ou est-ce que c'est un verger diversifié? Donc je pense que je vais parler beaucoup de diversité, de biodiversité et d'alliés. Mais je garde en tête quand même qu'on va parler du verger parce qu'il y a un projet pomme très intéressant. D'ailleurs, j'ai mis une petite pomme en illustration. Souvent, on imagine que les pommiers, ce sont des plantes locales. Surtout ici, hein, on pense que c'est une plante locale. Les pommiers, c'est des plantes qui viennent d'Asie, qui sont venus ici par la route de la soie, avec des petits pépins du Kazakhstan. Alors je commence par des mauvaises nouvelles. 58% des effectifs de vertébrés sauvages et 80% des insectes volants d'Europe ont disparu de nos campagnes en 30 ans. Donc on dirait qu'on n'est pas des super alliés peut-être. On le voit, il y a 20 ans quand on prenait la voiture, on avait les pare-brises. Tout le monde connaît cette histoire. Maintenant il n'y a plus de pare-brises. Du coup, mais on voit vraiment facilement le fait qu'il y a beaucoup moins d'insectes. Je dis le truc en entier pour ceux qui ne savent pas. Hein. Maintenant, nos pare-brises sont propres. Même si on traverse la France entière, on va avoir très peu d'insectes éclatés sur nos pare-brises. Moi, quand j'étais petit, en faisant quelques centaines de kilomètres, on avait vraiment beaucoup d'insectes. Et du coup, cet effacement progressif de la vie sauvage est une tragédie silencieuse dont on s'accommode tous les jours. Le mot silencieux, ça me fait penser aussi à un livre. Là, c'est pour l'Europe, ces chiffres-là. Il y a un livre qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle Le Printemps silencieux. C'est un livre qui a une vingtaine d'années aussi, je pense. C'était une personne qui retournait dans ses campagnes et elle se rendait compte qu'au printemps, il n'y avait plus les chants des oiseaux parce que des grandes monocultures avaient détruit en fait la biodiversité. C'est un livre intéressant, ça se passe aux États-Unis. Je crois que l'autrice, c'est Rachel Carson, tout comme ça. Carson. Le livre a 60 ans. Ça vient de sortir, quoi. Donc voilà, ça c'était les mauvaises nouvelles. Moi j'aime bien les bonnes nouvelles, donc on va passer plus sur les bonnes nouvelles. Donc la France métropolitaine compte plus de 17 millions de jardiniers et de jardinières, répartis sur plus d'1 million d'hectares. C'est plus grand que les surfaces, les réserves naturelles en fait. Et comme c'est dispatché sur tout le territoire national, ça permet d'avoir un grand maillage. Et si chacune de ces jardiniers et jardinières font de petites actions dans leur jardin, ça peut avoir un impact colossal en fait. Donc tout n'est pas perdu, la biodiversité elle est généreuse, ça naît facilement, la vie revient vite si on en prend soin. Ah oui, j'ai mis des beaux des jardins. J'ai mis deux images de jardins un peu différents. Voilà, je commente. Il y a un jardin un peu, on va dire, qui est souvent considéré comme un jardin propre peut-être, bien tondu, avec des arbres bien alignés. Et un jardin peut-être un peu plus fouillis. On peut dire ça, j'imagine. Alors si on s'intéresse à la biodiversité, on va vite se rendre compte que ce jardin-là va être vraiment très très riche en biodiversité parce qu'il y a des biotopes différents, il y a une mare, il y a des arbres, il y a différentes hauteurs, il y a un potager, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Là-dedans, dans les herbes rases, il y a très très peu de biodiversité. On comprend très bien qu'un hérisson va avoir du mal à trouver des cachettes là-dedans
que beaucoup d'animaux auront du mal à nicher là-dedans. Alors que dans un jardin comme ça, on aura beaucoup plus de possibilités pour accueillir cette biodiversité. Je vais vous parler après des Mycobacterium vaccae, je ne sais pas si vous connaissez. Quelqu'un connaît cette chose? Mycobacterium vaccae. Ah ben voilà. C'est la bactérie du bonheur. En fait, il y a des études qui sont de plus en plus nombreuses qui montrent que dans la terre des jardins, il y a une bactérie qui s'appelle Mycobacterium vaccae, qui est une bactérie qui est antidépressive, qui remonte un peu le taux de sérotonine. Donc c'est des études qui sont faites de plus en plus. Et du coup, parmi la biodiversité alliée, il y a également des bactéries qui nous rendent heureux au jardin. Je vous inviterai à faire des recherches si vous voulez. Sur la bactérie du bonheur, elle s'appelle. Juste 3 choses par rapport à la biodiversité. Il y a 3 curseurs qui sont importants à prendre en considération quand on parle de biodiversité. Il y a le nombre d'espèces que l'on va accueillir. Il y a le nombre d'individus par chaque espèce. C'est pas la même chose d'avoir, je dis n'importe quoi, 3 mésanges que d'en avoir 50. C'est pas la même chose d'avoir 4 lézards que d'en avoir 50, etc. Donc la diversité des espèces, la diversité d'individus au sein de chaque espèce et la diversité des biotopes en fait, qui permettent justement d'accueillir cette biodiversité. Donc quand on s'intéresse à la biodiversité, on essaye de regarder ces 3 niveaux. Là, je vous ai mis peut-être des choses que vous connaissez un peu. Peut-être pas. Quel que soit notre style de jardin, parce qu'en fait, il y a ces 2 styles de jardin que je vous ai montrés sur la diapo d'avant. On n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Il y a tout un dégradé en fait entre ces 2 méthodes. On peut très bien avoir un jardin moins fouillis que celui-ci, mais plus accueillant pour la biodiversité que celui-là. Ce sont un peu presque des extrêmes, on va dire. Moi, je suis plutôt de ce côté-là. Hein. J'aime bien ce qui est forêt comestible, j'aime bien quand il y a une grande diversité. Mais si on est de ce côté-là, on peut aussi juste mettre des petites touches, des petits îlots de sauvages, parce que tout le monde n'est pas fan de ce type de jardin où il y a beaucoup de densité. Donc là, j'ai mis des petits exemples qu'on peut installer dans son jardin si on veut accueillir plus de biodiversité. C'est des trucs parmi les plus connus. Hein. En haut à gauche, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un pot de fleurs. Avec de la paille. Là, le but, de plus en plus de personnes dans les vergers mettent des pots de fleurs avec de la paille suspendus aux arbres. Ça permet d'accueillir les perce-oreilles. Les perce-oreilles, c'est des animaux qui vont dormir la journée, sortir la nuit et manger énormément de larves présentes dans vos arbres, dans vos fruitiers. Du coup, si on met des petits pots comme ça, on aura moins de pommes véreuses. À côté, c'est un petit nichoir qui peut être soit un nichoir pour les coccinelles, histoire d'avoir moins de pucerons, mais ça peut également être un nichoir à abeilles solitaires. Vous savez, les petites abeilles qui se mettent dans les trous, qui bouchent avec de la terre, qui sont de très bonnes pollinisatrices. À côté, j'ai mis, en haut à droite, pardon, un nichoir à mésanges, un nichoir à oiseaux cavernicoles. On a tendance à couper de plus en plus tous les arbres morts. Du coup, les oiseaux qui nichent dans les arbres morts ont bien du mal à trouver de quoi nicher. Du coup, ça vaut le coup dans un verger d'installer quelques petits nichoirs. Ça permettra d'avoir des oiseaux qui mangeront, entre autres, les chenilles, quoi. Là, est-ce que vous connaissez en bas à gauche, que c'est? À droite, pardon, à gauche. Exactement, un nichoir à chauve-souris, ça c'est très bien. Ici, il y a beaucoup de pommiers. Souvent, il y a un problème dans les pommiers, c'est les carpocaps, qui font des vers, un papillon, en fait, qui fait plein de vers dans les pommes. Les chauves-souris font des vols nocturnes. Et le carpocap, c'est un papillon qui va s'envoler au crépuscule. Du coup, si on a beaucoup de chauves-souris, on a vraiment énormément moins de problèmes de vers dans les pommes. À droite, j'ai mis une mare. Bon, la mare, c'est bien pour la biodiversité, ça accueille vraiment plein d'animaux. Mais notamment, ce qui peut m'intéresser là pour les vergers, c'est que ça accueille des libellules. Et la libellule, c'est un grand consommateur de mouches, insectes divers et variés, papillons, etc. Du coup, d'avoir une mare permettra également d'avoir des pommes, ou des prunes, ou des cerises moins véreuses. Et la dernière petite photo, c'est que les animaux alliés peuvent être aussi des animaux d'élevage. Quand on met des poules dans un verger, plutôt que séparer le verger et le poulailler, c'est intéressant de les faire combiner, de les associer. Ça permet d'avoir des poules qui grattent au sol et qui vont manger pas mal de larves. Parce que beaucoup de larves des bestioles qui font des trous dans nos pommes, ou prunes ou autres, passent l'hiver au sol. Les poules vont nous en débarrasser. 2 mots sur les plantes locales. Les plantes locales, généralement, beaucoup de plantes locales, on les appelle les mauvaises herbes. C'est la façon qu'on a de les nommer. Alors généralement, on aime bien tout ce qui est local, mais dès qu'il s'agit des herbes, on a plutôt tendance à dire que ce sont des mauvaises herbes. Les plantes locales, elles sont intéressantes pour leur côté bioindicateur. Je ne sais pas si vous connaissez cette idée de bioindication. Vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en gros, s'il y a des plantes qui poussent sur un terrain,
c'est parce que le terrain, la terre, elle est comme ceci ou comme cela. Par exemple, quand on a une terre compactée, on va avoir des plantes qui vont la décompacter. Quand on a une terre pauvre en azote, on aura des plantes qui apporteront l'azote, etc. Et du coup, juste connaître les plantes qui poussent sur notre terrain, ça nous parle beaucoup du sol de notre terrain. Alors, si on les appelle mauvaises herbes, c'est généralement parce que nous, on cultive des plantes exotiques, ou du moins d'origine exotique. Quasiment tout ce qu'on cultive, c'est d'origine exotique. Que ce soit de la tomate, de la courge, que ce soit du pommier, que ce soit du pêcher. J'aurais pu marquer le maïs, le blé, etc. Généralement, les plantes qu'on cultive sont des plantes d'origine exotique. Et pour pouvoir les cultiver, on essaye de se battre contre les plantes locales, que l'on appelle mauvaises herbes. Alors moi aussi, je fais ça. Hein. Mais en tout cas, j'en ai conscience. Et comme on va parler de biodiversité, en avoir conscience, ça permet peut-être de limiter nos actions et de se dire, ben, j'enlève des plantes locales. Du coup, c'est pas étonnant que la biodiversité locale soit abîmée. Alors les plantes locales sont souvent comestibles. Hein. Je pense aux plantains, pissenlits, orties, ronces. Quand je dis je pense, en fait, je viens juste de lire ce qu'il y a écrit. C'est un mensonge. Et puis là, je vous ai mis des mal-aimés ici. Souvent, on n'aime pas trop les ronces et les orties. Je ne sais pas si c'est votre cas. C'est vrai que ça pique, c'est un peu casse-pied des fois, non? Alors, il y a des trucs auxquels on ne pense pas. Bon, les orties, on connaît les vertus, les 1001 vertus de l'ortie. Les ronces, on connaît les fruits, on connaît aussi les vertus de la ronce. Mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas. C'est que ces deux plantes vont nous permettre d'avoir une meilleure pollinisation dans notre jardin, dans notre verger. Parce que si on n'a que des pommes dans notre verger, les pommes, ça va fleurir quelques semaines au printemps. Mais qu'est-ce que vont manger les pollinisateurs en été s'il n'y a pas les ronces, les fleurs des ronces? Donc après la floraison des pommiers, on aura la floraison des ronces. Du coup, les pollinisateurs pourront rester présents plus longtemps. Après les ronces, on aura la floraison en automne du lierre, par exemple. Et avant les pommes, on aura par exemple les pruneliers. Du coup, laisser les plantes sauvages, bon, sans parler les fleurs de prairie, etc. Hein. Du coup, laisser les plantes sauvages dans nos jardins, ça permet d'avoir une bonne pollinisation au moment où nos fruitiers sont en fleurs. Ça, c'est pour la ronce. Je vous passe le côté, ça fait des fruits qui nourrissent les oiseaux et tout ça. Mais l'ortie aussi, on n'imagine pas que l'ortie peut nous aider à avoir une meilleure pollinisation. En fait, l'ortie, il y a plein d'animaux qui dépendent totalement de l'ortie pour vivre. Notamment un papillon qui s'appelle le vulcain. Papillon noir et orange. Et du coup, le vulcain, c'est un pollinisateur. Parce qu'il n'y a pas que les abeilles qui font la pollinisation. Et du coup, s'il n'y a pas d'ortie pour que les chenilles du vulcain s'installent, on n'aura pas de vulcain, on aura moins de pollinisation. Donc l'ortie est également très intéressant pour avoir une meilleure pollinisation au jardin. Les plantes sauvages sont également utilisables quand on veut créer un verger. L'aubépine, c'est un très bon porte-greffe pour les poiriers, les cognaciers, les néfliers, les nachis. Du coup, on a des porte-greffes qui poussent sur le jardin. Si on maîtrise l'art de la greffe, on peut avoir des fruitiers qui sont résistants à la sécheresse et adaptés à notre sol. J'ai dit quoi? Les aubépines, j'ai dit. Hein, parce que les pruneliers, c'est plutôt pour greffer tout ce qui est prunier, que ce soit de la mirabelle, de la couette, etc. Certains même greffent des abricotiers sur les pruneliers. Donc voilà, les plantes que l'on traite de mauvaises herbes, avec lesquelles on se bat énormément, sont des précieux alliés. Et du coup, si on se bat tout le temps contre ces plantes-là, rien d'étonnant que la biodiversité soit en difficulté. Là, c'est juste pour illustrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un très grand jardin. Tout à l'heure, on parlait des jardins des Français qui ont des jardins. La plupart des Français ont un jardin de moins de 50 mètres carrés. Alors ici, je pense que la moyenne, elle est beaucoup plus élevée parce qu'on a des belles parcelles. Mais même avec un petit jardin, on peut créer des lieux qui soient des lieux d'abondance et de biodiversité. Là, on voit un petit potager avec des arbres fruitiers positionnés de façon multi-étagée. La productivité est bien plus grande quand on imagine les choses en volume plutôt qu'en 2 dimensions. Et du coup, même avec un petit jardin, on peut déjà accueillir la biodiversité, avoir de la productivité et s'amuser. Certains même s'amusent à faire des créations sur des balcons en ville. L'avantage des balcons, c'est que les murs sont chauds et on peut cultiver des citronniers, des vignes dans des endroits où on ne pourrait pas le faire en plein champ. Sur les murs de votre maison, vous pouvez cultiver des plantes bien plus fragiles, bien plus sensibles au froid que des plantes que vous allez pouvoir mettre dans les pleins champs. Notamment les vignes qu'on fait courir sur les murs sud, c'est assez connu. Ne pas attendre d'avoir un jardin parfait pour y commencer à y faire quelque chose de bien. Là, j'ai parlé de la notion de corridor écologique.
au début, quand on voulait préserver une espèce, on se disait il faut préserver l'espèce, on va préserver les pandas ou je sais pas quoi. Après, on s'est rendu compte que préserver l'espèce toute seule, ça n'avait pas beaucoup de sens. Il faut préserver en fait le biotope de l'espèce. Parce que si on préserve les pandas quand on les met dans des eaux, ça ne marche pas. Il faut préserver le biotope. Et maintenant, on sait que préserver le biotope, ce n'est pas suffisant. Il faut préserver des corridors écologiques pour que la vie puisse circuler en fait. La vie, elle a besoin de circuler, il faut qu'il y ait des corridors pour que ça se passe. Du coup, là, moi j'ai 4 hectares en Corrèze depuis 2017. Sur ce jardin de 4 hectares, j'ai planté des milliers d'arbres, etc. Mais là, j'ai créé un petit potager de 25 mètres carrés. L'idée, c'était de montrer qu'on pouvait avoir un jardin petit et productif. Alors, j'ai mis le potager, mais on pourrait aussi le considérer comme un verger. Parce que là, on ne voit pas bien, mais il y a un pommier, il y a d'autres fruitiers. Donc, ouais, on voit un petit peu mieux à droite qu'il y a un pommier. Il y a aussi un aziminier. Aziminier, c'est un genre de manguier rustique. Ça fait des mangues et l'arbre résiste à moins 20 degrés. Le genre de mangue, c'est pas vraiment des mangues. Il y a également de la vigne. Et du coup, c'est intéressant d'associer potager et verger, au moins pendant les premières années, parce que quand on va arroser nos tomates, nos courges et nos choux-fleurs, si les arbres fruitiers sont là, ils vont bénéficier de l'arrosage. Après, quand les arbres seront grands et feront beaucoup d'ombre, potentiellement on bougera le potager. Mais en tout cas, au moins au début, c'est hyper intéressant de les associer. Avec un arrosage, on arrose beaucoup plus de choses si c'est combiné. Et par rapport à la notion de corridor, ce petit jardin de 25 mètres carrés, il est donc sur mes 4 hectares. Et il est connecté à ces 4 hectares. Ne serait-ce qu'un pommier tout seul, en fait, il ne fera pas de fruits, parce qu'il a besoin d'une pollinisation croisée. Donc c'est grâce aux pommiers aussi qui sont sur mon parcelle que ce pommier-là donne des fruits. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des mares qui sont un petit peu partout. Les mares, ça m'amène des libellules qui gèrent les problèmes que je pourrais avoir dans ce jardin. Mon petit jardin de 25 mètres carrés est connecté à mes 4 hectares. Pourquoi je vous dis ça, vous vous dites? Je vous vois. Mon jardin, il est vers le milieu, là. Et du coup, mon jardin, ce n'est pas un îlot isolé. Il est également connecté avec tout mon voisinage. Chez moi, j'ai une ruche. Mes abeilles, elles ne font pas que polliniser mes arbres fruitiers, elles pollinisent également les arbres fruitiers du voisin. Quand j'accueille des mésanges, les mésanges, elles ne mangent pas que les chenilles qui sont chez moi, elles vont manger les chenilles du voisin. Quand je mets un nichoir à chauve-souris, mon voisin se fait moins piquer par les moustiques. Et inversement, les actions de mon voisin, elles ont un impact pour moi. Du coup, là, tous autant qu'en est, chaque action qu'on fait tous, chacun chez soi, ça a un impact pour nous tous, par rapport à ce que je disais, les corridors écologiques. Pour les écureuils, par exemple, c'est bien s'il y a des écureuils qui vivent dans la forêt à gauche, qui veulent passer dans les forêts à droite, c'est bien qu'il y ait des haies pour que ces animaux puissent circuler. Si on enlève les haies, la biodiversité est complètement coupée. Donc j'ai un petit jardin de 25 mètres carrés sur mon jardin de 4 hectares, qui est connecté à une bonne partie des jardins de mon village. Eux-mêmes connectés à vos jardins à tous. On peut encore un peu dézoomer. Mon jardin, il est encore au milieu à peu près. On me voit, je crois. Donc ce jardin-là, il n'est pas connecté qu'avec mes voisins. Quand en hiver, je vois qu'il y a plus de rouge-gorge en hiver dans mon jardin. En fait, les rouges-gorges, beaucoup viennent de l'Europe du Nord ou de l'Europe de l'Est. Comme les hivers sont très froids là-bas, ils viennent chez moi, ils viennent manger des petits vers de terre, des petits insectes qu'ils vont trouver. Du coup, mon jardin, il est également connecté au nord de l'Europe. Et donc, si j'ai pas de quoi nourrir les rouges-gorges en hiver, ça a un impact sur les forêts du nord de l'Europe, et inversement. Si on regarde un peu plus au sud, les hirondelles qui vont pas tarder à revenir, elles ont passé l'hiver dans les forêts au Cameroun, au Congo. Du coup, ce que je fais dans mon jardin, ça a un impact sur les forêts d'Afrique. Et inversement, si les forêts africaines sont rasées, il ne faudra pas s'étonner d'avoir plus de moustiques chez nous parce qu'il y aura moins d'hirondelles. Donc là, j'ai mis rouge-gorge et hirondelles parce que souvent on regarde les migrations des oiseaux. Mais bien avant les oiseaux, les libellules faisaient déjà des migrations. Si on n'a pas de libellules en hiver, c'est que beaucoup partent en Espagne ou dans le sud de l'Afrique. Et pareil, pour tout à l'heure, je parlais du papillon vulcain. Le papillon vulcain, il n'est pas là en hiver parce qu'il part soit en Espagne, soit au nord de l'Afrique, pardon. Du coup, il y a énormément de migrations d'animaux qui se passent. Et en fait, on est connecté à bien plus que notre petit jardin. Quand on a une petite action chez nous, ça a un impact colossal. Et vu qu'on est très nombreux, on peut avoir vraiment beaucoup d'impacts colossaux. Du coup, des petits exemples concrets là. Enfin, concrets. On voit, c'est juste des dessins.
on imagine bien qu'il y a deux forêts ici, ben, les animaux auront du mal, les champignons auront du mal à traverser le champ au milieu, ben, ça dépend de la taille du champ évidemment, pour pouvoir circuler et vivre. Mais si on fait une haie comme ici, ou des petits bosquets en pas japonais, la biodiversité pourra circuler. Il y en aura beaucoup moins de problèmes sur nos vergers et sur notre jardin en général. Alors là, peut-être que vous dites, exactement, vous dites ça, j'imagine. C'est bien gentil la biodiversité, mais on veut des récoltes. Souvent, on oppose le fait d'avoir de la biodiversité et d'avoir des récoltes, de la nécessité d'obtenir des récoltes. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'opposer ces deux idées. Et je pense même qu'en fait, que sans biodiversité, il y a zéro récolte possible. C'est grâce à la biodiversité que les récoltes sont possibles. Là, j'ai mis des courges. Moi, j'aime bien faire grimper des courges dans les arbres. Mais après, des fois, on ne peut pas, quoi. C'est un peu dangereux si on se prend des... Puis même les arbres ne sont pas capables de supporter ça. Du coup, comment ça fonctionne un sol? C'est un peu simplifié, il y a plus d'éléments en vrai. Mais c'est quand même juste, même si c'est simplifié. En gros, si on part d'en haut, on peut partir d'où on veut, mais si on part d'en haut, les plantes poussent grâce à la photosynthèse et l'eau et l'air. Elles prennent un peu des minéraux, mais 90% de la plante, elles vont le capter dans l'air et dans l'eau. Ça produit de la matière organique. Là, j'ai mis des feuilles, ça peut être des branches, des radicelles, etc. Cette matière organique nourrit la vie du sol. Ici, c'est un ver de terre, mais ça peut être bactéries, champignons, cloportes, etc. Cette vie du sol, par les excréments qu'elle va produire, par le fait de vivre et de mourir, crée de la fertilité. Cette fertilité permet aux plantes de bien pousser, de produire plus de matière organique, de nourrir plus de vie du sol. Et c'est ça la boucle de la fertilité des sols. Sans cette boucle, en fait, la terre s'appauvrit. Sans cette boucle, en fait, notre terre, ça serait que de la roche. C'est grâce aux premières algues, aux premières plantes qui sont sorties de terre, qui ont dégradé les roches, qu'on a de la terre fertile. Souvent, on imagine que les plantes épuisent les sols, mais en fait, ce sont les plantes qui créent les sols fertiles. C'est comme ça qu'on a des terres fertiles. Et on voit très bien que dans les sols qui sont constamment dénudés, ni à nu, la vie baisse, la fertilité baisse, on est obligé d'avoir beaucoup d'intrants pour maintenir une fertilité approximative. Dans les forêts qui sont laissées à l'abandon, les arbres deviennent énormes et s'en sortent avec ce qu'ils trouvent. Il y a un exemple qui est, je ne sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas c'est un exemple qui est un peu connu. En Australie, il s'est passé plein de choses. Il y a eu les lapins qui sont arrivés, après il y a eu les renards, après il y a eu les chats. Ils ont plein de problèmes en Australie. Mais un des problèmes qu'ils ont eu, c'est qu'en arrivant, les colons ont amené des vaches pour faire du lait et de la viande. Le problème, c'est que l'Australie était peuplée d'animaux qui font des petites crottes sèches, comme des chèvres. Ce pas des chèvres, c'est des kangourous qu'ils avaient, mais ça fait ce genre d'excréments. Et en amenant les vaches, ils se sont dit, nickel, la fertilité va être faite grâce aux bousses de vaches. Mais comme il n'y avait aucune biodiversité capable de digérer ces bousses de vaches, en fait, ça stérilisait les prairies. Et du coup, les bousses de vaches n'étaient pas consommées, elles abîmaient les prairies. Du coup, dans les années 60, ils sont mis à importer des bousiers. Pour que les bousiers, en fait, consomment les bousses de vache. Et enfin, que ça puisse nourrir le sol. Donc là, ça va, ils ont résolu le problème. Je ne sais pas après quel est l'impact d'avoir des bousiers, mais... En tout cas, sans vie du sol, même des bouses de vache, même du crottin de cheval, même des excréments d'animaux, n'est pas assimilable par les plantes. On a besoin d'avoir des bactéries, des vers, des cloportes, des champignons, et toute cette vie. Du coup, sans cette biodiversité, sans cette vie, zéro productivité, quoi. Et comme l'Australie, c'est très grand, ils ont dû importer des bousiers d'Europe, des bousiers d'Amérique, des bousiers d'Afrique, pour répondre aux différents climats de l'Australie. Donc là, j'ai mis des petits animaux. Vous connaissez celui-là? En vrai, c'est marqué, je crois. Ouais. Chrysope verte. Chrysope verte, les larves de chrysope en fait, consomment énormément de larves de pucerons. Et une fois adultes, ces petits insectes font de la pollinisation. Donc, c'est des petits insectes méconnus qui sont hyper efficaces, qui passent souvent les hivers dans le lierre. Donc, l'idée de laisser aussi le lierre sur les arbres, c'est important pour vraiment beaucoup d'animaux, pas que les chrysopes. Et les larves de chrysope, c'est plusieurs centaines de pucerons consommés par jour. Donc c'est quand même beaucoup. Là, j'ai mis une petite abeille solitaire. Tout à l'heure, je vous ai montré des petits nichoirs à abeilles solitaires. Là,
Souvent, quand on pense aux abeilles, on imagine des ruches avec des abeilles qui font du miel. Ça, c'est juste une espèce. En Europe, il y a 1 millier d'espèces d'abeilles. Et la plupart sont solitaires. Et elles ne font pas de miel. Donc on s'en préoccupe très peu, mais en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses que les abeilles mellifères, les abeilles domestiques. Et du coup, elles font un travail énorme pour la pollinisation. D'autant plus que souvent, elles sont plus poilues, elles sortent plus tôt dans la saison, elles supportent mieux les vents, etc. Du coup, pour avoir ces abeilles-là, juste une bûche avec des trous, ça fait l'affaire. Les carabes aussi sont assez connus pour manger les limaces. Souvent, on a des problèmes de limaces au potager, mais même dans les vergers, dans les petits vergers, quand les arbres fruitiers sont encore bas, ou quand on fait les greffes, quand ils sont encore petits, les limaces montent aux arbres et mangent les feuilles. Le simple fait d'avoir des tas de bois, des tas de pierres, permet d'avoir des carabes. Les carabes vont consommer une partie des limaces. Donc là, je vous ai mis des animaux que généralement, on classe en auxiliaires. Mais moi, de mon point de vue, ce n'est pas forcément une bonne idée de classer le vivant en utile et nuisible, auxiliaire et néfaste. Du coup, je vous ai mis des auxiliaires que moi j'aime bien, mais qui sont souvent mal aimés. J'en ai mis que 4, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Je pense que le plus mal aimé, c'est celui en haut à droite, le moustique. C'est très rare les gens qui disent j'adore les moustiques. Enfin, j'en connais pas des gens qui disent ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les moustiques, il n'y a que les femelles de certaines espèces qui nous piquent. Les mâles ne nous piquent pas. Et il y a beaucoup d'espèces de moustiques qui ne piqueront jamais. Et ils font de la pollinisation, comme on voit en haut, il est en train de faire de la pollinisation. Donc le moustique, c'est un pollinisateur. C'est pas le plus efficace, on va pas non plus exagérer les effets des moustiques, mais il y a quand même un truc de fou, c'est que s'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de chocolat. Voilà, pas de moustiques, pas de chocolat. C'est la fameuse blague, parce que c'est le seul animal qui fait la pollinisation des cacaos, c'est un moustique. Donc quand on aime le chocolat, on est obligé d'aimer les moustiques, c'est obligatoire. Un autre que j'ai mis aussi, qui est mal aimé souvent. Souvent, les gens aiment bien les abeilles. Mais les guêpes, j'ai pas l'impression qu'elles soient tant aimées. Pourtant, les guêpes, elles font un boulot énorme dans la nature. Elles mangent des milliers de mouches par an, des milliers de papillons. Donc si, dans un verger, on a des problèmes de vers dans nos pommes, mais qu'en même temps, on met des pièges à guêpes, ben, on tourne un peu en rond, quoi. C'est-à-dire qu'on tue le prédateur, un très bon prédateur, des animaux qui vont faire des vers dans nos pommes. Donc pourquoi pas, parce qu'après il faut aussi noter que les guêpes mangent les fruits quand ils sont mûrs, les guêpes sont aussi mangeuses de pommes. Mais malgré tout, elles vont consommer beaucoup plus d'insectes que ce qu'elles mangeront de fruits. Donc chacun fait bien ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est difficile d'éviter d'avoir des vers dans nos pommes si on élimine à chaque fois tous les animaux qui pourraient nous permettre de ne pas avoir de vers dans les pommes. En bas, j'ai mis une fameuse limace. Celle-là, elle est connue, elle est presque classée comme auxiliaire au jardin par les jardiniers. Vous la connaissez cette limace, c'est la limace léopard, une très grosse limace qui vit souvent dans les haies ou presque en forêt, parfois dans les potagers quand il y a des arbres pas loin. C'est une limace qui est connue pour sa capacité à consommer énormément d'autres gastéropodes. Donc plus cette limace-là est présente, moins on a les autres limaces qui vont manger nos végétaux. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de connaître les espèces, on dit limaces, on met tout le monde dans le même panier. Parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête à connaître les espèces de limaces. Mais en vrai, si on s'intéresse aux espèces de limaces, elles n'ont pas toutes le même comportement. Et après, une fois que j'ai dit ça, il faut quand même reconnaître qu'elles aussi, elles mangent de salade. Il n'y a rien qui est totalement parfait. Mais en tout cas, connaître le biotope un petit peu, s'intéresser à tout ça, ça nous permet vraiment d'avoir des jardins beaucoup plus résilients en fait. En gros, la solution aux problématiques qu'on va rencontrer dans le jardin, c'est avoir plus de biodiversité. Si on a des vers dans nos pommes, il faut des animaux qui mangent les mouches ou les papillons qui font des vers dans les pommes. Si on a des pucerons, il faut des animaux qui soient présents pour manger les pucerons. Si on a des problèmes de campagnols qui mangent les racines, il faut avoir des animaux qui mangent les campagnols. Et tous ces animaux-là, ils sont déjà partout autour de nous, quoi. Il faut juste qu'on arrête de les tuer et ça marche. C'est pas miraculeux, mais ça marche. Léger aussi. Ceux qui ont des vergers, souvent, n'aiment pas trop léger. Surtout ceux qui ont des cerisiers. On regarde les cerises et avant qu'elles soient mûres, elles disparaissent. Parce que les geais aiment bien les cerises presque mûres. Mais il faut quand même se rendre compte que si nos fruitiers ne sont pas complètement bouffés par les chenilles, c'est aussi parce que les geais passent leur temps à manger les chenilles tout le reste de l'année. Donc en fait, ils nous aident beaucoup
Enfin, ils aident beaucoup le fruitier à arriver à produire les fruits. C'est une coévolution, quoi. Et en plus, ils sèment les noyaux partout, et s'il y a des fruitiers qui poussent en sauvage, c'est aussi grâce, entre autres, à ces oiseaux-là.